Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du concept du totalitarisme. Alors il ne s'agit pas de faire une histoire des régimes totalitaires, mais de s'intéresser à qu'est-ce qui définit le totalitarisme et qu'est-ce qu'en fait le différencie du concept plus large de dictature. Alors, le totalitarisme, ça définit plusieurs régimes, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, même si certains remettent en question ce qualificatif pour l'Italie, l'URSS stalinienne, et parfois c'est étendu à l'ensemble de l'histoire de l'URSS, donc là aussi il y a débat sur comment délimiter ce concept, et même parfois du coup est-ce que ce concept est valide. Et on a pu y intégrer d'autres régimes, le Japon impérial de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne franquiste durant ses premières années, des régimes qui ont pu prôner ce type de régime, le défendre, s'en revendiquer plus ou moins ouvertement, même si bon, l'Espagne franquiste ça a été quelques années, puis après il y a eu des évolutions. Et on peut utiliser ce terme également pour définir des systèmes en dehors de cette période d'entre-deux-guerres, avec la Chine de Mao ou la Corée du Nord pour un régime contemporain. Donc on voit que ça définit quelques régimes, mais ce nombre de pays, de régimes concernés reste assez petit comparé malheureusement au nombre bien trop important de dictatures que nous avons connues dans notre histoire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ait toutes ces dictatures et que parmi toutes ces dictatures, certaines d'entre elles sont qualifiées de totalitarisme? Alors avant de répondre à cette question, déjà petit rappel de l'historique de ce terme. Alors il est théorisé, popularisé en 1951 par Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. Je pense que vu le titre, vous doutez de quoi ça parle. Et elle le définit comme un régime dans lequel l'État a un contrôle total sur la société, avec des individus totalement sous emprise, à la fois dans la sphère politique, mais également économique, culturelle, et également dans leur vie privée. Et donc c'est un contrôle qui se veut être beaucoup plus total que la dictature. Notamment la dictature va plutôt s'intéresser à contrôler la vie publique, là où le totalitarisme voudrait s'attaquer également à la vie privée. Du coup c'est cela qui ferait une différence entre les deux régimes. Le terme cependant était employé avant. Déjà en 1923, il y a des opposants à l'Italie fasciste italienne qui utilise ce terme pour qualifier l'Italie fasciste. Donc on voit que un des régimes où c'est remis en cause que ce terme corresponde, et en fait est le premier pour lequel ça a été utilisé. Ensuite, Mussolini a repris le terme, il s'en est revendiqué, donc il revendiquait, exaltant sa farouche volonté totalitaire, appelé à délivrer la société des oppositions et des conflits d'intérêts. De son côté, l'Allemagne nazie va parler d'un État total. Durant cette entre-deux-guerres, on a déjà la question qui se pose de quelle unité y a-t-il au sein des totalitarismes, avec les antifascistes qui vont regrouper ainsi l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie dans le même sac, et avec des cohérences en termes d'alliance entre les deux régimes, et pour d'autres qui vont y mettre également l'URSS. Alors, ces personnes-là, en fait, il y a quand même pas mal de monde, on a la droite, mais également plusieurs courants de gauche, des socialistes anti-bolcheviques, et également des gens d'une gauche plus radicale, mais anti-autoritaire, notamment parmi les courants anarchistes. Et parmi les antifascistes, on va également mettre dans le totalitarisme l'Espagne franquiste du coup, mais il y a également d'autres dictatures d'extrême droite de la période qui peuvent y être mises. Par exemple la Hongrie, qui va avoir une volonté de chercher à avoir les bonnes grâces de l'Allemagne nazie, notamment en s'alignant sur sa politique antisémite. Alors avec du coup la Seconde Guerre mondiale, à partir de l'entrée en guerre de l'URSS en 1941, quand on utilise ce terme de totalitarisme, on n'y met pas l'URSS. L'URSS est dans le camp des Alliés, et dans l'immédiat après-guerre, c'est toujours le cas. C'est un pays auréolé de son rôle important dans la victoire sur l'Allemagne nazie, considéré par une bonne partie de l'opinion publique comme le pays qui a le plus contribué à la victoire. Donc, il est un temps, voilà, pas mis dans le même sac, mais progressivement, les crimes de Staline sont rendus publics, sont connus. L'aspect sanguinaire et totalitaire du régime est à nouveau mis en avant, d'autant plus qu'avec la guerre froide, c'est bien pratique de pouvoir ranger l'URSS dans le même camp que l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Donc pour le camp occidental, c'est une continuité de la lutte contre le totalitarisme qui avait commencé durant la Seconde Guerre mondiale. Et de leur côté, évidemment, les partisans du bloc soviétique
rejettent cette appellation. Donc on voit qu'il y a un usage quand même politique de ce terme. En fonction des périodes, on va ranger le même régime, dedans ou non, plus sur est-ce qu'on est allié à lui ou pas, plus que sur des facteurs objectifs. Donc, et dès ses origines, ce terme a été utilisé politiquement pour disqualifier un adversaire. Donc c'est vraiment un terme qui a un usage politique au-delà de l'usage scientifique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça demande parfois des analyses complexes de son usage. Alors après la guerre froide, on a de nouvelles évolutions, alors des débats qui continuent, des débats historiographiques sur quel régime on peut mettre dedans. On a l'ouverture aussi des archives soviétiques qui permettent parfois de remettre en question certains aspects du contrôle que le régime avait sur la société. On se rend compte qu'il n'a jamais été aussi important que ce qu'on pensait. Donc ça a fait que certains vont remettre en cause l'usage du terme totalitaire pour l'URSS, mais parfois c'est quand même aussi orienté pour des raisons politiques, de gens qui certes ne sont pas fans de ce qu'a fait l'URSS, mais qui ne veulent pas le mettre dans le même panier que le nazisme et le fascisme, et d'autres qui, évidemment, pour des intérêts politiques inverses, ont tout intérêt à maintenir l'URSS dedans, mais qui vont chercher à en retirer l'Italie fasciste. Et au milieu, il y a des chercheurs, des historiens, des politologues qui cherchent à définir avec plus d'objectivité la chose, sans trop se soucier de ces aspects-là, mais forcément, ils sont pris dedans. Hein, on n'est pas, le chercheur, l'historien, n'est pas isolé de la société. Et le terme est aussi plus largement critiqué par le fait qu'il gommerait des différences entre ces régimes, donc non seulement entre l'URSS et les nazis et les fascistes, mais également entre les nazis allemands et les fascistes italiens, entre l'Espagne franquiste de ses premières années et ses deux autres régimes, entre le Japon impérial et ses deux alliés du pacte anti-Comintern. Bref, ce serait un terme qui aurait tendance à trop regrouper dans un même sac des choses qui seraient différentes. Donc, il y a aussi des chercheurs qui remettent en question ce terme pour cette raison-là. Alors, sur quelles données objectives peut-on s'appuyer pour déterminer si un régime est un totalitarisme ou simplement, entre guillemets, une dictature? Alors déjà, on voit qu'il va au-delà dans sa volonté d'englober le contrôle des citoyens et de la société, comme je vous l'ai dit, en allant beaucoup plus à contrôler la vie privée des citoyens, en voulant plus contrôler tout ce qui va être l'éducation, l'art, embrigader la jeunesse, également tout ce qui est organisation professionnelle, organisation de loisirs, de sport, etc. Bref, il y a une tentacule qui s'étend pour contrôler la société beaucoup plus en profondeur, en théorie dans le totalitarisme, que dans la simple dictature. Avec également une volonté d'avoir des soutiens actifs des citoyens. Les citoyens doivent non seulement en fait, ne pas s'opposer au régime, mais penser en faveur du régime, avoir la pensée qui correspond à ce que veut le régime, et le soutenir activement. Et donc on aurait une dictature qui voudrait plutôt des soutiens passifs, un citoyen passif qui du coup ne s'oppose pas, là où le totalitarisme voudrait un engagement actif. Alors le truc c'est que cette différenciation ne fonctionne pas à 100%. Déjà parce que tous les domaines dans lesquels le totalitarisme va s'investir, les dictatures peuvent le faire aussi, peuvent aussi avoir la volonté de le faire. Pas toujours, pas tous, mais ce n'est pas exclu. Donc, est-ce que c'est une barrière infranchissable entre les deux, une démarcation fixe? Et pas forcément. De même, l'aspect du soutien actif, la dictature peut aussi chercher à en tout cas, être plutôt favorable à l'idée d'avoir aussi des soutiens actifs à son régime. D'autant plus dès qu'une dictature va se baser sur une idéologie. Dès qu'elle agit au nom d'une idéologie, hein, il y avait toutes les dictatures qui sont revendiquées du communisme, ou les dictatures islamistes, forcément, dès qu'il y a un aspect idéologique, elle veut que la masse soit convaincue de cette idéologie et soit active dedans, sans forcément avoir le même degré pour autant de contrôle, de répression, de terreur que pouvaient avoir les régimes totalitaires. Donc est-ce que toute dictature s'appuyant sur une idéologie est forcément totalitaire? Là d'un coup ça rajouterait beaucoup de régimes dedans. Et la question de la négation des droits des individus aussi, au nom du principe idéologique, un principe idéologique, comme je vous dis, qui est plus important, qui ne peut pas être remis en question. Et c'est vrai que globalement, les totalitarismes avaient quand même une idéologie, ce que toutes les dictatures n'ont pas forcément, en tout cas de manière aussi fixe. Et cette idéologie, souvent, ensuite, se définit par un ennemi à combattre. Le totalitarisme a un ennemi à combattre et il doit toujours avoir un ennemi à combattre.
Donc si cet ennemi est vaincu, il en faut un nouveau. Alors évidemment, on a le juif dans l'Allemagne nazie, mais il y avait également le slave, le communiste, l'homosexuel, tout ce qui en fait n'était pas, enfin toute race qui n'était pas suffisamment pure, tout ce qui pervertissait la race et tout ce qui était comme idéologie antinationale aux yeux d'Hitler. Tout ça, c'est un ennemi à combattre. Au sein de l'URSS stalinienne, on avait, il y a eu le bourgeois, le koulak comme paysan riche, en pouvant étendre ce terme aux paysans moyens. Donc, il suffisait juste d'abaisser le seuil de richesse pour avoir de nouveaux ennemis. Et puis le trotskiste aussi, qui s'est rajouté après. Les juifs aussi ont pris des coups à un moment sous Staline aussi. Hein. La différence de la dictature qui n'a pas forcément toujours besoin d'avoir cet ennemi à renouveler, le totalitarisme aurait ce besoin d'avoir toujours un adversaire à combattre. Ce serait donc en quelque sorte une dictature en guerre permanente. Ensuite, on a également l'idée de créer un homme nouveau, hein, l'homo soviéticus, l'arien. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les 3 régimes principaux qualifiés de totalitarisme et qui est quand même beaucoup moins présent dans les dictatures. C'est vraiment quelque chose, c'est vrai qu'il pourrait plus faire la différence entre la dictature et le totalitarisme. Mais est-ce qu'à lui tout seul, ça suffit pour dire, pour créer une catégorie à part au sein des dictatures? Peut-être pas. C'est peut-être un peu léger pour que ça soit le seul élément qui suffise à dire ça, c'est une catégorie à part de dictature. En revanche, le fait de vouloir créer un homme nouveau induit quand même un certain nombre de choses dans sa volonté de contrôler l'individu. Évidemment, si on formait un nouvel individu, il faut contrôler également la vie privée des citoyens. Et donc, en fait, là, c'est une justification, soit une cause, soit une conséquence, parfois un peu des deux, des aspects qu'on a vus précédemment. On a également l'importance du chef, hein, d'un leader suprême qui dirige la nation et qui est vénéré, hein, et avec lequel se confond en fait l'idéologie et toute la société. Hein. C'est la pensée d'Hitler, la pensée de Staline, la pensée de Mussolini qui doit tout guider. Il y a le fait voilà, qu'ils ont une propagande avec des portraits partout, des images de propagande, par évidemment le dessin, le cinéma. On a le fait, là, on a le petit père des peuples, ça montre voilà, ce côté, c'est le père au-dessus de tout le reste, mais qui est un bon petit père pour l'ensemble de la société. Le Duce, voilà, c'est le chef, le guide, le Führer, voilà, le guide aussi. Il y a donc vraiment un titre qui est donné à ce chef. Il y a la vénération peut même être limite parfois religieuse. En URSS, où la pratique religieuse était illégale, en fait, Staline incarnait un peu un nouveau rite, une nouvelle vénération en fait quasiment religieuse. Et dans les images de propagande, il y a par exemple Mussolini aussi qui est représenté comme un travailleur, travaillant à la grandeur de l'Italie aux côtés du peuple. On a des images de lui en train de participer à des récoltes de blé par exemple. Donc voilà, il y a tout ça qui est important, mais c'est pas exclusif au totalitarisme. Les dictatures souvent ont tendance aussi à mettre en avant leur chef, le dictateur. Souvent, il a des statues de lui, de ses portraits dans les bâtiments officiels, même limite, les gens doivent avoir son portrait chez eux, ça peut arriver. Donc, le culte du chef et du dictateur, c'est pas propre au totalitarisme, même si ça y est, très important. Le parti unique aussi, qui est un aspect important dans le totalitarisme, qui donc incarne l'idéologie du régime, et qui en fait est dirigé donc par le chef qui est à la fois dictateur et chef du parti, et qui en tant que parti va s'intégrer au rouage de la société. Les cadres du NSDAP étaient les cadres du régime. Les cadres du parti communiste russe, en fait c'était complètement les cadres du pays. C'est eux qui avaient différentes fonctions dans l'administration, dans la politique, etc. Donc les deux se mélangent. Peut-être plus profondément du coup que dans les dictatures, où là aussi on peut avoir des partis uniques, mais qui peuvent avoir un rôle moins important dans les institutions. Ensuite, le rôle idéologique, ça je l'ai évoqué aussi, l'importance de l'idéologie. On est sur des régimes, notamment le nazisme, vraiment il y avait une idéologie très forte, hein, qui était la pensée d'Hitler évidemment, mais ça pouvait justifier du coup les pires horreurs au nom d'une idéologie.
l'URSS de Staline qui se revendiquait du communisme et qui du coup présentait vraiment ça comme une lutte idéologique. Par contre, dans l'Italie fasciste, certes, l'idéologie fasciste était un élément qui était fortement mis en avant, mais c'était une idéologie qui était plus plastique, qui pouvait évoluer au fil du temps et qui restait quand même moins centrale dans le fonctionnement du régime. Et à contrario, on a d'autres dictatures qui s'appuyaient sur une idéologie. Évidemment, toutes les dictatures qui se sont revendiquées du communisme, mais qui certaines étaient loin d'avoir le même niveau de contrôle que l'URSS stalinienne et que l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste. On a également les dictatures anticommunistes qui étaient mises en place souvent avec l'appui des États-Unis, qui est d'une lutte idéologique. Pour rester dans les dictatures d'extrême droite, on peut citer également les dictatures islamistes qui se revendiquent quand même sur une idéologie religieuse. Du coup, on revient à la question que je posais tout à l'heure, du coup, dès qu'une dictature a une idéologie, est-ce que forcément c'est un totalitarisme? Et bien dans ce cas-là, ça serait un terme qui regrouperait beaucoup de régimes et qui perdrait un peu de sa spécificité. Ensuite, on a l'usage de la terreur qui est très important. En URSS, on a des millions d'arrestations qui ont eu lieu avec tout le système de goulag. C'est des millions de déportations, des millions de morts. Alors le bilan exact est dur à connaître. Il a fait l'objet en plus de polémiques évidemment entre ceux qui voulaient aggraver l'horreur des crimes de Staline pour de la propagande et ceux qui au contraire voulaient les minorer. Aujourd'hui, avec l'ouverture des archives soviétiques, on estime à peu près à 4 millions de morts pour 20 millions de déportés, les victimes du goulag. Donc ça, c'est notamment Nicolas Werth et Luba Jugerson qui le mettent en avant en 2017 dans leur livre Le Goulag. Après, évidemment, l'Allemagne nazie avait aussi son réseau de camps, où là aussi, donc évidemment, il y a les juifs qui ont été déportés, mais également les opposants politiques. Donc tout ce qui était de gauche, globalement, en priorité, communistes, socialistes, syndicalistes. Puis après, les opposants de droite y ont fini aussi. La police politique aussi, avec le NKVD en URSS, la Gestapo dans l'Allemagne nazie, l'OVRA pour l'Italie fasciste, qui par contre n'avait pas de camps de concentration. Il y avait des prisons bien remplies, mais ils n'ont pas mis tout un réseau de camps de concentration. C'était beaucoup moins massif, la répression interne au sein de l'Italie fasciste. Et ça, c'est un élément, avec notamment aussi l'aspect plus plastique de son idéologie, qui font que certains remettent en cause le qualificatif de totalitarisme pour l'Italie fasciste. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été très violents dans la répression aussi, notamment dans un certain nombre de territoires occupés. Alors en France, c'est pas là où on a le plus subi les Italiens, mais dans les colonies, notamment en Éthiopie, mais en Yougoslavie, en Grèce, il y a eu une répression très violente avec notamment des destructions de villages, des rois d'ours sur glane. Malheureusement, les Italiens en ont également infligé là où ils occupaient des territoires. Mais là aussi, la question de la répression, de l'état policier, des arrestations, exécutions d'opposants, c'est quelque chose de classique chez les dictatures. C'est juste le degré de répression qui va changer, mais là, le totalitarisme, au final, ne serait qu'une version radicale de la répression classique des dictatures. Du coup, au final, maintenant qu'on a vu ces différents points, est-ce qu'on a identifié un élément qui ferait que le totalitarisme serait de manière étanche séparé des dictatures? À mon sens, non. À mon sens, le totalitarisme en fait s'inscrit sur un continuum de la dictature, la soft entre guillemets, au totalitarisme le plus absolu, qui n'a jamais été atteint, puisqu'aucun régime totalitaire en plus n'a réussi à avoir le contrôle sur la société aussi total qu'il le souhaitait ou qu'il même le proclamait. À chaque fois, il y avait des contre-pouvoirs qui se maintenaient plus ou moins importants. En Italie, surtout avec la monarchie et l'Église qui demeurait importante. En Allemagne nazie, on avait encore des cadres de l'armée qui n'étaient pas pro-nazis, qui gardaient une certaine influence parce que c'était des généraux très influents. En URSS, malgré son interdiction, l'Église orthodoxe gardait une certaine influence. Donc à chaque fois, ce n'était pas aussi total que l'aurait voulu le régime. Comme le dit Martin Malia, qui est un historien états-unien, le totalitarisme est un idéal type toujours imparfaitement réalisé dans le domaine empirique. Et donc au final, on aurait donc un point à l'extrême du continuum qui serait le totalitarisme absolu, que voudraient atteindre certaines dictatures, et qui du coup s'en rapprocheraient,
et des dictatures qui en seraient plus loin. Et même, j'irais plus loin en considérant que entre la démocratie parfaite, qui elle non plus n'a jamais existé, et le totalitarisme absolu, qui non plus n'a jamais existé, il y a un continuum. Parce qu'on a des démocraties plus ou moins parfaites, hein, plus ou moins proches de cette démocratie parfaite théorique, et qui peuvent au fil du temps s'améliorer, s'en rapprocher ou s'en éloigner. Hein. Bon, malheureusement en France, on a tendance à s'en éloigner. Les démocraties plus ou moins autoritaires, l'illibéralisme, tout ça, plus ou moins dur, et on se rapprocherait de la dictature, puis après on se durcirait vers le totalitarisme. Et qu'en fait tout ça sera un continuum du régime démocratique au régime le plus totalitaire, sans qu'il n'y ait à un moment une rupture franche, une ligne qui ferait qu'on changerait vraiment de type de régime. Mais comme par exemple le spectre des couleurs, on voit bien la différence entre le rouge et le bleu, mais en fait on peut passer sans rupture de l'un à l'autre. Mais là ça serait pareil. En tout cas c'est ce que je pense, et au moins pour les dictatures, à mon sens ça me semble clair qu'on ne peut pas vraiment définir avec précision quel aspect ferait qu'on basculerait de l'un à l'autre, d'où les nombreux débats historiographiques sur quel régime on met dedans ou pas. Et si on ajoute en plus les débats, et si on ajoute en plus l'aspect politique de la chose, ça complexifie tout. Bref, c'est terminé pour cette vidéo, un peu de réflexion. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que ça a pu nourrir des réflexions chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde.